D'abord, bonjour. Je me réjouis vraiment de participer à cette journée et c'était déjà très riche. J'ai appris beaucoup de choses sur l'eau et les sols et maintenant je vais vous amener plutôt vers le végétal. Donc je me présente vite fait. Je suis paysagiste et géographe et j'ai travaillé dans ma recherche sur la revitalisation des paysages urbains et post-industriels. Donc des paysages qui sont souvent qui n'ont pas beaucoup de vie végétale mais aussi sociale. Et donc, je me suis spécialisée dans l'aménagement des plantes et je travaille principalement avec deux agences. Une agence à Angers, c'est Résonance, Urbanisme et Paysage, et Bacsac à Paris. Et donc, pour commencer, peut-être ça, c'est des images que je vis dans mes cauchemars, des images des plantations de vivaces où on voit principalement des copeaux. Et en fait, je me suis assez vite interrogée en commençant ma pratique en tant que paysagiste. Je me suis interrogée pourquoi est-ce que les strates basses, souvent, on voit plus de copeaux que des plantes, ou on voit que une sorte de plante. Là, les lavandes, ça marche encore en mieux. Mais sur la photo à droite, on se demande quand même comment est-ce que le thym doit faire son chemin vers la rose qui fait désormais 2 mètres. Il y a clairement un enjeu de conception et aussi d'entretien dans ces plantations. Et donc les strates basses, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont si bas et loin de nous, mais reçoivent souvent pas beaucoup d'attention. Et même pendant mes études, je n'ai pas beaucoup appris sur comment exactement concevoir des plantations avec des vivaces. Et donc, je suis tombée sur un endroit que j'ai trouvé magnifique en Allemagne où j'ai fait une partie de mes recherches qui s'est spécialisée sur la conception des plantations de vivaces pour l'espace urbain. Donc, pour un entretien réduit, pour une consommation d'eau réduite. Et comme je ne peux pas vous amener là-bas, je vous ai amené une vidéo que je dois lancer. Voilà, on est à Hermannshof, le jardin de recherche en Allemagne. Et donc ici, on teste des combinaisons de plantes qui sont adaptées aux contraintes, aux milieux contraints des lieux au milieu urbain. Et comme on voit déjà, finalement, on pourrait dire, j'espère que vous direz pas c'est le chaos, mais finalement, tous les plantes sont entremêlées. On voit que le sol n'est pas visible. Les plantes sont très, très, très densément plantées. Il y a des aspects, là, on est en printemps avec des camassia, avec des véritables prairies de camassia. Il y a des aspects saisonnels qui se succèdent. Donc, la plantation bouge dans les saisons. On la reconnaît presque pas d'une saison à l'autre parce qu'il y a toujours d'autres plants qui prennent le relais et qui deviennent le focus de l'attention. Là, on est en automne dans la prairie. Et je trouve intéressant qu'en fait l'esthétique est basée beaucoup plus sur un jeu de couleurs, sur un jeu de textures, et ce qu'on ne trouve pas du tout, c'est des groupes de plantes. Donc on n'a jamais 5 plantes des astères à côté de Solidago. Non, tout s'entremêle. Et en fait, c'est basé sur une collaboration entre écologues et paysagistes qui se sont demandé comment est-ce qu'on peut utiliser la compréhension de l'écologie de paysages et de plantes pour concevoir des plantations de vivaces qui fonctionnent. Donc, qui fonctionnent parce que les plantes fonctionnent entre eux, qui créent des denses tapis, qui créent finalement des communautés vivantes, des communautés... vivantes, j'ai déjà dit, hein. On est en hiver, peut-être c'est assez, mais je voulais juste montrer que même en hiver, finalement, c'est un aspect quand même intéressant qui est là. Alors, et comme on n'a pas 2 semaines, mais que 20 minutes, je me suis dit je vais me focaliser sur quelques points clés pour concevoir des plantations. On appelle cette méthode, c'est un peu long, mais la méthodologie des plantations mixtes. Et c'est basé notamment sur une étude des habitats écologiques. Et donc, on va parler de comment s'inspirer du fonctionnement des paysages. Je dis fonctionnement, pas juste des paysages, mais comment un paysage fonctionne. Deuxième, comment concevoir des plantations en strates, en différents strates. Et en troisième, et une question qui me tient beaucoup à cœur, comment gérer ces plantations et comment est-ce qu'on peut utiliser le stress comme levier
je ne sais pas si ce mot existe, l'évier de sobriété d'entretien. Je me suis dit, il y a déjà sobriété énergétique, peut-être on a aussi besoin d'une sobriété d'entretien. Donc on va commencer à s'inspirer du fonctionnement des paysages. Peut-être que vous avez déjà remarqué, j'ai un petit accent. L'accent est allemand, mais en fait je suis allemande turque. Et mon père, il a grandi dans ces paysages, donc c'est les steppes de la Turquie, mais les steppes finalement, ils s'étendent jusqu'en Asie, dans la Mongolie, en Russie, même en Chine. Et c'est souvent des paysages très ouverts, vous verrez, très secs, avec des magnifiques floraisons dans les saisons. Là, on a des delphiniums qui sont en fleurs. Et oui, donc ces paysages m'ont toujours inspiré, c'est très proche de mon cœur. Et en fait, en travaillant dans le milieu urbain, je me suis rendu compte que souvent, les conditions qu'on rencontre dans le milieu urbain sont pas si différentes que les conditions qu'on rencontre dans les paysages arides de steppe. Ici, par exemple, c'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans. C'est une toiture d'école dans le 11e à Paris. Ça, c'était la première visite. C'est peu charmant, on pourrait dire. En fait, les étudiants doivent passer toute leur pause sur cette toiture. Et finalement, la toiture, comme c'est au 5e ou 6e étage, c'est assez haut. Il y a peu de bâtiments qui sont plus hauts. Et donc, comme un paysage de steppe, c'est très exposé au vent. Il y a beaucoup de vent. Il y a une forte continentalité climatique. Finalement, il y a des grands froids pendant l'hiver. Il y a la sécheresse pendant l'été, donc des extrêmes climatiques. Et il n'y a pas beaucoup de pluie qui arrive, où c'est très difficile de capter l'eau de pluie sur cette toiture. Et en plus, il y a des contraintes très typiques du milieu urbain, c'est évidemment le poids. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une toiture? Surtout là, c'est une ancienne usine, donc encore plus, est-ce qu'on doit faire attention au poids qu'on met en œuvre. Donc, j'ai listé quelques espèces qui sont exemplaires des steppes et qu'on utilise beaucoup dans les aménagements paysagers urbains. Et donc, en s'inspirant des steppes, on a créé un jardin de steppes sur cette toiture. On avait remarqué que les étudiants, peut-être vous l'avez vu, les étudiants, ils adorent de trouver des petits coins intimes. Et en fait, cette grande espace ouvert ne propose pas du tout des espaces intimes. Donc, on a créé des alcôves végétalisées qui étaient très bien reçues par les étudiants. C'est une plantation qui est plantée dans un substrat avec du béton recyclé. C'est finalement une manière de s'inscrire dans l'économie circulaire de l'espace urbain, d'utiliser les matériaux qui sont déjà là, qui sont déjà produits pour en créer des substrats de plantation et de ne pas utiliser, par exemple, des pierres de lava qui sont finalement des ressources non renouvelables. Donc, en travaillant, par exemple, avec le béton recyclé, évidemment, on a un pH qui est très, très, très haut. Ce substrat a un pH de 8,6 et les plantes de steppe sont très, très, très bien adaptées à ces sols plutôt basiques et ces substrats basiques. Donc, ça matche très bien en espace urbain. Encore quelques photos. Et évidemment, on a aussi travaillé des parties ombragées. On a utilisé les plantes rampantes. Là, c'est une Lonicera periclymenum pour reverdir les façades qui étaient déjà là. Et là, évidemment, c'est pas une paysage de steppe qui nous a inspiré, mais plutôt des lisières de forêt sèche. Et à nouveau, je pense que c'est devenu un peu ma façon de penser. C'est même en espace urbain, de toujours me demander à quel paysage est-ce que cet espace ressemble? À quel paysage pourrait m'inspirer pour aménager cet lieu? Et donc, c'est comme j'avais annoncé, c'est une méthode que je n'ai pas inventée, mais qui a une longue ligne en Allemagne. Et donc, c'est Hansen and Stahl et plus récent, c'est Cassian Schmidt qui a travaillé beaucoup sur cette analogie entre paysage et milieu urbain. Et paysage, c'est même pas le bon mot. En fait, en allemand, on dit Lebensbereich, ça veut dire plus ou moins espace de vie, donc
dans quel espace de vie est-ce qu'on se trouve. Et en français, je pense, c'est plutôt les habitats écologiques. Et donc, en Allemagne, il y a tout un système qui s'est mis en place des dernières 30 années. Je vous ai mis l'image, c'est en allemand, mais c'est pas si grave. En fait, j'ai un petit beeper. En fait, il y a plusieurs habitats qui étaient définis par cette jardinier Hansen und Stahl. Et donc, par exemple, la steppe, elle est ici au milieu. La steppe, c'est souvent sec, avec des sols superficiels et un couvert qui est très 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 bas. Et en fait, pour encourager les paysagistes à utiliser des plans qui sont bien adaptés à un habitat urbain qui fait appel à un paysage, en fait, chaque pépinière en Allemagne utilise ce système de catégorisation pour catégoriser les plantes. Donc, par exemple, on a pris l'exemple de la steppe, c'est SH, et donc l'exemple ici. Donc, une plante de steppe très typique, Euphorbia sequeriana niciniana, qui est catégorisée ici en tant que steppe FR1U2. Et donc, ça veut dire, ces numéros, c'est peut-être un peu compliqué, vous ne devrez pas me suivre, ces numéros indiquent le niveau de sécheresse du sol, et les lettres, le ST, indiquent l'habitat écologique référence. Et en fait, ce que ça permet, plutôt que d'avoir que des coches, d'avoir une plante qui prospère dans le soleil, ou à mi-ombre, sol sec, sol sèche, c'est qu'on a un ensemble d'un milieu de vie qui est indiqué pour les paysagistes. Et je trouve ça quand même intéressant parce qu'on ne peut pas attendre de tous les paysagistes de faire des études d'écologie. Par contre, on peut développer un système de signalétique qui est assez clair et qui indique quelle plante est-ce qu'on peut planter à quel endroit. Et je pense là, on peut encore beaucoup faire parce que de juste indiquer si une plante est bien pour l'ombre ou pour le soleil, c'est bien pas assez, vous le savez tous, c'est bien pas assez pour bien utiliser cette plante dans l'espace urbain. Alors, j'ai aussi dit ou vous avez vu dans le vidéo que les plantations sont très, très, très denses. Et en fait, oui, nous, souvent, on parle des strates arborées, strates arbustives et strates basses. Mais même la strate basse, en fait, elle a plusieurs strates. La strate basse aussi a une strate haute que j'appelle, c'est des plantes structurantes. Ça peut être un arbre cépé ou une plante qui reste pendant toutes les saisons, ou qui, par exemple, un Stipa barbata qui a une présence très 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 majestique, qui est intéressant esthétiquement et écologiquement pendant l'hiver. Et après, autour de ces plantes structurantes, on groupe des plantes avec des intérêts saisonniers. Donc, c'est souvent des vivaces à fleurs qui sont peut-être intéressants pendant quelques semaines ou même quelques mois si on a la chance, mais qui se succèdent en floraison. Donc, il y a peut-être là, qu'est-ce qu'on a sur l'image? On a peut-être les échinacées début de l'été, mais il y a le liatris qui fait la succession fin de l'été. Donc, finalement, c'est on peut les imaginer comme des satellites qui se regroupent autour des plantes structurantes. Et la strate la plus importante et la plus souvent oubliée, c'est la strate des plantes couvre-sol, qui est finalement moins là pour créer un effet wow esthétiquement, mais qui, parlons du fonctionnement des paysages, qui est très important pour le fonctionnement de la plantation. Parce que, vous vous souvenez des photos de mes cauchemars, plutôt que d'avoir des coupons partout, c'est des plantes vivaces qui prennent le rôle des coupons, donc qui font un tapis vivant, et dans ce tapis, il y a d'autres plantes qui trouvent des meilleures conditions de vie. Et donc, je vous ai mis des pourcentages, c'est un peu des orientations pour concevoir une plantation mixte, et on voit très bien qu'en fait, les grandes plantes sont présents que à 15, maximum 20%. Et en fait, le gros de la plantation, c'est les plants couvre-sol. C'est presque la moitié des plantes, c'est des plants couvre-sol qu'on utilise. Et donc, si on travaille avec un tel système, finalement, le plan de plantation qu'on connaît tout très bien avec les petits ronds, il ne fonctionne absolument pas.
Pourquoi? Parce que le plan de plantation permet seulement d'avoir une vue de, comment est-ce qu'on dit ça, aérienne? Une vue aérienne, mais on voit très bien dans la vidéo, dans les photos ici sur le diagramme, que les plantes se superposent. Donc, en fait, si on met un petit rang, cette plante va peut-être pousser en triangle, mais le sol est nu. Donc, il y a d'autres plantes qui vivent sous cette plante structurante. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne fais pas des plans de plantation. Je travaille plutôt, je vous ai amené un exemple, c'est une petite plantation. C'est juste pour vous montrer le système. Je travaille avec des listes Excel qui groupent mes plantes dans les catégories fonctionnelles et qui me permet d'avoir des quantités de plantes nécessaires pour un tel nombre de mètres carrés. Donc, je plante très très dense, comme probablement beaucoup de praticiens entre vous, normalement 8 plantes par mètre carré. Et je crée souvent je les nomme un peu comme des schémas de répartition à droite. Donc, c'est pas un plan de plantation, mais ça m'indique environ où est-ce que je veux avoir quel groupe de plantes pérennes. Mais plutôt que d'avoir un plan exact, ce qui est super important, c'est le travail sur le terrain. Et c'est le travail d'être, en tant que paysagiste, concepteur, d'être présent sur le terrain pendant la plantation. 3 minutes, oh là là, d'être présent sur le terrain et finalement de suivre cette tâche, de mettre chaque plante à sa place. Et je pense que c'est aussi ça qui donne de la joie à notre profession finalement, de ne pas juste travailler au bureau, mais de faire ce travail de terrain nous-mêmes et de travailler avec des équipes. Je me dépêche, donc je vais pas vous raconter ça, juste que je travaille toujours avec des substrats des graviers et des sables qui ne sont pas très riches, mais plutôt faibles en nutriments. Et je vais vous présenter un projet qui, je pense, va bien montrer pourquoi. Donc ça, c'est un projet que j'ai mené avec 2 collègues allemands, Cassian Schmidt et Bettina Jaugstetter à Chaumont. On était invités de créer un jardin et on a travaillé dans une prairie humide qui était d'abord en œuvre d'art pendant les derniers 20 ans. C'est un très beau œuvre d'art, mais qui a commencé de se décomposer dans ces conditions assez difficiles. Sol argileux et gorgé d'eau. Et donc, on s'est inspiré des paysages de la Loire, des bancs de sable qu'on trouve partout. Ça, c'est la vue du château de Chaumont. Donc, on voit que finalement, dans l'eau, il y a aussi des habitats secs, notamment des bancs de sable très 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 secs et pauvres en nutriments. Et donc, on s'est dit peut-être on peut exploiter cette jeu d'avoir 2 milieux extrêmes, un milieu très 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 humide et un milieu très 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 sec et pauvre en nutriments pour créer une sorte de paysage de 2 extrêmes. Ça, c'est le modèle qu'on a construit au début. Et ça, c'est la réalisation. Donc, on a créé des dunes de sable. C'est 90% de gravier de la Loire et de sable et que 10% de matière organique ou de compost de déchets verts, donc encore beaucoup moins de matière organique. Et en fait, ce que ça permet, c'est de créer des plantations à très faible entretien. Parce que les mauvaises herbes qu'on connaisse, qui souvent s'infiltrent dans nos plantations, ils n'aiment pas ces milieux de vie. Ils aiment des milieux de vie beaucoup plus riches et beaucoup plus fertiles. Et donc, en travaillant avec des substrats à faible... j'oublie toujours ce mot. Comment est-ce qu'on dit? Exactement. On arrive à avoir des plantations à un entretien réduit. Ça, c'était juste après la plantation, quelques semaines après la plantation. Et à nouveau, ici, c'était en septembre, on voit déjà que tous les plantes s'entremêlent. On n'a pas des blocs, on n'a pas des groupes de plantes, tous les plantes s'entremêlent et chaque plante prend sa place dans cet orchestre végétal. Là, une plante que j'aime beaucoup, Sphaeralcea childerley, une mauve de désert qui pousse notamment très bien dans les substrats pauvres. Ouais, je vais y arriver. Et on voit que finalement, une telle plantation, elle nécessite un peu de temps pour s'installer. En fait, en bas, où le sol est
est riche et gorgé d'eau, les plantes se sont beaucoup plus vite installées qu'en eau sur les dunes de sable parce que c'est un endroit stressant pour les plantes. Mais en même temps, c'est cette lenteur de l'installation qui nous permet d'avoir un entretien réduit après parce qu'on a beaucoup moins de croissance, beaucoup moins de plantes spontanées qui s'y mêlent à nos plantes plantées. Et finalement, ça se traduit à un passage d'entretien moins souvent. Ça, c'est les bas, par contre, beaucoup plus riches. Et encore une fois, débat. Là, avec Juncus et Libertia grandiflora. Et j'ai dit qu'en fait, les dunes de sable sont des milieux de vie stressants, mais finalement aussi, les dépressions sont un milieu stressant parce que le sol est gorgé d'eau, c'est un sol argileux, et finalement aussi, ces inondations qui s'y répètent tout le temps, c'est un endroit stressant. C'est juste que les plantes utilisent d'autres stratégies pour pouvoir vivre dans ces conditions de stress. Et en fait, je pense, en tant que paysagiste, on peut apprendre beaucoup des écologues en étudiant ces stratégies que les plantes empruntent ou utilisent pour vivre dans différentes façons d'être stressées. Parce que finalement, au milieu urbain, on rencontre tout le temps des milieux difficiles, des endroits contraints, et chaque plante a déjà ses stratégies de vivre avec cette stress. Donc oui, je pense qu'on a beaucoup d'apprendre des écologues. Et juste pour finir, une photo de l'hiver. Merci. Merci.